Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour présenter ce sujet. Alors je vais certainement pas parler de tout parce que le temps est trop court, mais donc j'ai choisi de me focaliser sur certains aspects. D'abord, je voudrais rappeler que la diversification des stratégies de prévention est un réel besoin et que sur le terrain, et ça montre des associations, mais aussi de nombreux travaux en sciences sociales, c'est que personne ne veut attraper le VIH, même si on n'arrive pas à avoir un bon comportement, comme certains ont dit ici, et que les séropositifs n'ont pas du tout non plus l'intention et l'envie de transmettre le VIH. Pourtant, il y a un recul régulier, en tout cas dans les pays du Nord, de l'utilisation systématique du préservatif, depuis des années, un recul lent mais certain. Mais à côté de ça, la littérature a décrit un certain nombre de stratégies que prennent les personnes qui prennent des risques pour éviter soit d'attraper le VIH, soit de transmettre le VIH. Ces stratégies comme le sérotriage, l'adaptation des pratiques sexuelles ne sont pas forcément efficaces. C'est une sorte de réduction des risques. Elles ne sont pas forcément efficaces, mais elles montrent que les personnes sont dans une recherche de solutions alternatives. Et que donc ces stratégies biomédicales, je reviendrai sur ce terme d'ailleurs à la fin, ça correspond à un réel besoin des personnes. Alors dans ces stratégies qui comprennent les interventions biomédicales, il y a le TASP qui a été évoqué par les deux orateurs précédents. Donc moi je vais plutôt me concentrer sur les autres stratégies, et notamment la PrEP et les microbicides. La microbicide, c'est pas autre chose que de la PrEP aussi. C'est de la PrEP par voie vaginale ou anale, par voie locale, disons. Donc la PrEP, c'est traiter des personnes qui sont exposées, qui sont séronégatives, pour qu'elles ne deviennent pas séropositives. Alors, la PrEP, il y a quelque chose de très complémentaire avec le TASP. C'est que le TASP doit, ça a été évoqué déjà ce matin, mais doit faire face au défi de la primo-infection. Puisque en primo-infection, le risque de transmission est très important. Il y a souvent des difficultés à la dépister, parfois. Et ça a été évoqué ce matin par Antoine, il me semble, qu'il pouvait y avoir énormément de cas qui provenaient de la primo-infection. C'est-à-dire que la primo-infection contribue dans certains contextes à parfois la moitié des nouvelles infections. Et que, en gros, ce sont les personnes qui sont en primo-infection, qui ne savent pas qu'elles sont infectées et qui transmettent à d'autres. Et en contexte africain, il y a une publication récente dans le Lancet qui a montré, je crois que c'est au Zimbabwe, ce chiffre était près de 40%. Donc également dans les pays du Sud, la primo-infection semble jouer un rôle important dans la dynamique de l'épidémie. Autrement dit, la stratégie TASP ne pourra pas à elle seule suffire en traitant toutes les personnes séropositives pour arriver à casser vraiment durablement la courbe de l'épidémie. Et c'est là tout l'intérêt de traiter aussi les personnes exposées par des stratégies PrEP. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut TASP ou est-ce qu'il faut PrEP? Donc, il faut diversifier les stratégies. Et l'analyse, moi, que j'en fais, c'est que TASP, c'est plutôt intéressant pour les couples sérodifférents, pour les couples stables, pour le partenariat sexuel régulier avec une personne pour un couple qui est sérodifférent, alors que PrEP, ça va plutôt être intéressant pour toutes les situations où on ne peut pas savoir quel est le statut du partenaire. Et donc pour se protéger soi, parce qu'on ne peut pas faire une stratégie TASP, puisqu'on ne connaît pas le statut du partenaire, donc tout ce qui est partenariat sexuel anonyme, tout ce qui est multipartenariat, tout ça, ça va être plutôt intéressant d'utiliser PrEP par rapport à TASP. Donc on a vraiment besoin, c'est pas du tout la même chose, le couple stable et les stratégies de multipartenariat. Alors la PrEP, je vais y revenir, je vais vous donner un survol de quelques données qu'on a de grands essais qui ont été faits à travers le monde, et puis je dirai quelques mots sur l'essai ANRS en cours, l'essai Hypergay, où là on veut évaluer non pas la PrEP quotidienne où on prend un traitement tous les jours continu pour ne pas attraper le VIH, mais une stratégie de PrEP intermittente, c'est-à-dire où les personnes prennent un traitement juste avant et juste après un rapport sexuel pour ne pas attraper le VIH, qui est sans doute une stratégie qui collera plus aux besoins de la vraie vie pour ne pas forcément traiter à vie des personnes séronégatives.
Alors, la première partie de la PrEP, finalement, ça a été les microbicides. Il y a eu toutes sortes d'essais de microbicides non spécifiques pendant des années qui n'ont pas marché. Et les premiers essais de microbicides qui ont marché, c'est avec des antirétroviraux. Donc l'essai qui a fait date, c'est l'essai Caprisa, où on a qui a été réalisé en Afrique du Sud, chez des femmes qui étaient à haut risque, dans lequel elles appliquaient, c'était un essai contre placebo, mais elles appliquaient un gel, soit avec du tenofovir, soit avec un placebo, juste avant et juste après les rapports sexuels. Donc on était dans un microbicide à la demande en fonction des rapports sexuels. Et dans cette étude, il y a eu une protection de 50% de baisse de l'incidence au bout d'un an et 39% au bout de 30 mois. Donc une efficacité modérée, mais significative, qui demande à être améliorée par d'autres essais qui, à mon avis, tardent à se mettre en place. Enfin, on ne peut pas dire que ça va très vite de ce côté-là, mais c'est une piste qui était très intéressante et qui correspond là aussi à une très forte demande des femmes qui sont exposées et pour qui c'est compliqué d'utiliser le préservatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà vu dans ces essais, et on y reviendra après, le rôle de l'observant. C'est-à-dire que si les femmes étaient vraiment observantes à la stratégie, on avait un taux de protection à 30 mois qui montait de 39% à 54%, ce qui montre que dans ces essais biomédicaux, il y a une part comportementale qui est très importante et qu'on ne peut pas justement parler de stratégie biomédicale pure. C'est forcément aussi une stratégie comportementale parce qu'au final, c'est la personne qui utilise la stratégie. Alors il y a également tout un champ de recherche autour des microbicides rectaux, où là aussi il y a vraiment un besoin de développement, bien sûr pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi pour les femmes. Et comme les muqueuses sont différentes, eh bien c'est plus compliqué de concevoir un microbicide rectal. Donc il y a pas mal de produits candidats qui sont dans les recherches actuellement, mais on n'en est pour le moment qu'à des publications autour des essais de phase 1 qui montrent qu'avec certains composants, on a une bonne tolérance, une bonne concentration dans les muqueuses, mais on n'a pas encore de données sur l'efficacité de ce type d'approche. Et on espère que ça va avancer plus vite que ça ne l'est actuellement. Alors la PrEP orale. Alors la PrEP orale, c'est la prendre des comprimés. Le produit qui a été le plus utilisé aujourd'hui, c'est le Truvada. Et le premier grand essai qui a vraiment lancé le débat autour de la PrEP, c'est l'essai HyPrex, qui a été réalisé auprès de 2500 HSH. Dans lequel on a montré une réduction de l'incidence dans cet essai de 44%. Donc une efficacité discutable, 44%, c'est pas extraordinaire, mais en même temps, il faut réaliser que dans cet essai, la moitié des personnes qui étaient dans l'essai ne prenaient pas du tout le traitement. Donc il y avait observance égale 0. Donc si on pour ces personnes. Donc si on se concentre sur ceux qui ont pris plus de 90% des comprimés, là on avait une efficacité de 73%. Et si on se concentre de ceux pour lesquels on a vraiment vu du Truvada détectable dans le plasma, on a une efficacité de 92%. Donc là, c'est quand même une façon très différente de regarder les données, mais qui montre que là, bien sûr, on a besoin d'avoir d'autres essais et d'autres données. Un autre essai PrEP dont on a eu le résultat à Kuala Lumpur, qui a été réalisé chez les usagers de drogue en Thaïlande, là, on a vu un taux aussi de 49% de réduction de l'incidence. Bon, ça confirme que ça marche aussi chez les usagers de drogue, même si on pouvait se poser des questions si, en donnant des seringues et de la méthadone, on avait besoin d'avoir du Truvada, puisque là, c'est pas comme le préservatif, il y a une bonne adhésion à ces outils quand ils sont disponibles. Alors, il y a eu d'autres essais de Truvada en prise continue. L'essai Partners PrEP et TDF2 qui ont été faits chez des couples sérodifférents dans différents contextes de pays du Sud, où on prenait des partenaires sérodiférents, où pour X raisons, notamment de CD4 très élevés, le partenaire séropositif n'était pas traité, et où on donnait donc les molécules aux partenaires séronégatifs. Et dans ces essais de couples sérodiférents, l'observance était bonne, et globalement, on a de bons résultats.
qui tourne autour des 60-70% d'efficacité pour ces essais. Par contre, il faut contrebalancer ces 2 essais positifs à 2 essais négatifs qui ont été réalisés chez des femmes à haut risque dans l'essai FemPrep, également dans l'essai Voice, où là, par contre, les essais ont été arrêtés parce qu'il n'y avait aucune efficacité. Et quand on a essayé de comprendre pourquoi, c'est surtout parce que l'observance était très très basse et qu'on n'avait sans doute pas fait ce qu'il fallait pour motiver ces populations aux produits qu'on voulait tester. Alors je viens maintenant à l'essai Hypergay, qui est un essai qui a commencé, un essai qui est piloté par Jean-Michel Molina, un essai ANRS. Alors l'essai Hypergay, c'est une intervention de prévention combinée, il faut bien avoir ça en tête. Il ne s'agit pas uniquement de donner aux personnes exposées du Truvada. Toutes les personnes exposées qui sont dans l'essai reçoivent des préservatifs, on leur traite les IST, reçoivent un counseling approfondi. Donc on s'occupe des personnes comme on ne l'a jamais fait pour des personnes qui ne sont pas des patients, hein, c'est des personnes qui sont séronégatives. Et la moitié, en plus de ce package, reçoit du Truvada à la demande, alors que l'autre reçoit du placebo. Donc l'hypothèse de l'essai, c'est de se dire que en donnant du Truvada de manière intermittente, où c'est les personnes qui décident quand est-ce qu'elles l'utilisent, on va avoir une meilleure observance et une meilleure appropriation que ce qu'on a pu avoir dans l'essai Hyprex. L'autre hypothèse, c'est que bien sûr ce sera plus coût efficace, puisqu'il n'y aura pas besoin de Truvada tous les jours, mais seulement quand on a des rapports sexuels. Et puis qu'il y aura une meilleure tolérance, puisque quand même la toxicité de ces molécules est toujours une question, mais que si on est moins exposé aux molécules, on devrait à long terme avoir une meilleure tolérance. Donc le schéma qui est pris dans cet essai, c'est une prise 2 heures avant et 2 prises après le rapport sexuel qui seraient suffisants pour protéger une séquence sexuelle. Donc l'essai Hypergay a vraiment comme objectif de démontrer l'efficacité de cette PrEP intermittente. Il est vraiment centré sur l'efficacité, même s'il y a bien sûr des questions socio-comportementales qui sont posées par cet essai, mais l'objectif principal, c'est l'efficacité. Alors cet essai se met en place, a commencé à se mettre dans 3 sites, 2 sites à Paris, 1 site à Lyon, et vient de commencer à ouvrir dans d'autres sites de province, à Nice, à Lille et à Nantes. Et puis il y a également une ouverture qui s'est faite à Montréal et bientôt à Berlin, on espère. L'association AID est très impliquée dans cet essai puisqu'elle est partenaire de l'essai. L'association AID va recruter, pas seulement elle, mais des participants à travers toutes les actions qu'on a en contact avec les hommes gays exposés. Et puis, il y a un accompagnement des participants et l'association est aussi responsable de ce volet accompagnement et motivation pour que les personnes restent dans l'essai. Et si c'est assez difficile de recruter, c'est pas facile de recruter de façon... il n'y a pas des milliers de gens qui se précipitent. En revanche, il y a une très bonne rétention dans l'essai grâce à la qualité de cet accompagnement. Donc c'est aussi une première pour une association communautaire d'être co-investigateur d'un essai, d'être dans le conseil scientifique, dans le comité de pilotage, de pas seulement être là pour faire le rabattage des gens, mais aussi pour poser un certain nombre de questions, d'objectifs secondaires qui sont des objectifs scientifiques de l'essai, comme l'intérêt du counseling pour rester plus longtemps séronégatif. Et en plus de cette participation de AID, l'essai est également pourvu d'un comité associatif où il y a d'autres associations qui ne sont pas AID, qui sont plus extérieures, qui viennent donner un avis plus en recul, où AID bien sûr n'est pas dans le comité associatif, car serait à la fois juge et partie. Alors il y a d'autres recherches qui sont liées à la PrEP en dehors de celle de l'efficacité, et pour lequel on n'a toujours pas les réponses. Il y a cette fameuse désinhibition qui a été évoquée par François dans le cadre du TASP, mais qui est très évoquée pour la PrEP, parce que d'un seul coup, si les personnes se sentent protégées, même à 70%, on ne va pas perdre tout ça avec de la désinhibition de comportement.
Autre question, ce counseling que l'on met en place et qui me paraît important, quel est vraiment son rôle? Est-ce que vraiment il sert à quelque chose dans ce contexte de la PrEP? Et puis, est-ce que la PrEP, une fois qu'on commencera à la mettre en place, est-ce que ça ne va pas modifier les normes préventives? Comment on va implémenter ça en pratique? Est-ce que les soignants vont l'accepter? Et finalement, on va faire de la PrEP, ça veut dire se faire dépister régulièrement. Est-ce que ça ne va pas bouleverser, ce dépistage répété, va pas bouleverser complètement les normes préventives en banalisant encore plus le dépistage? Et puis, autre question très très importante aussi, c'est est-ce que cette stratégie est acceptable par toutes les populations cibles? Et est-ce qu'il n'y a pas un côté stigmatisant? C'est des échos qui remontent un peu du terrain, que parfois des personnes n'osent pas prendre de la PrEP, même si elles aimeraient bien en prendre, parce qu'elles ont peur du regard des autres, en disant franchement, si tu prends de la PrEP, c'est que vraiment tu fais des choses mal, et donc on veut pas prendre de la PrEP pour ne pas avoir l'air de passer pour quelqu'un de dévergondé ou je ne sais quoi. Alors pour autant, Aide est très impliqué dans Hypergay. Pour autant, on a souligné le besoin de recherche plus opérationnelle sur la PrEP et un besoin d'accès pour des personnes qui ont déjà besoin de la PrEP. En France, aujourd'hui, en dehors d'Hypergay, on n'a pas accès au Truvada en PrEP. Et donc l'association Aide a fait la demande à l'agence, à la NSM, l'agence du médicament, de pouvoir avoir une reconnaissance temporaire d'utilisation de PrEP en France, comme aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a une AMM, une autorisation de mise sur le marché pour la PrEP de façon préventive. Et donc, on pense que le fait de mettre en place une autorisation d'utilisation, une reconnaissance temporaire d'utilisation de la PrEP, permettrait en plus de développer un volet recherche opérationnelle pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'on ne pourra pas répondre dans Hypergay parce que c'est un essai contre placebo et que les gens ne savent pas ce qu'ils prennent. Alors que dans la vraie vie, ce sera plus facile, par exemple, d'étudier la désinhibition des comportements que dans un essai contre placebo. Donc voilà, on en est là. On espère que l'agence du médicament prendra une décision de permettre pour un certain nombre de gens qui de toute façon ne se protègent pas et qui risquent de se contaminer. Nous, on les voit, on les connaît. On connaît des gens qui ont des pratiques sexuelles à risque, en toute connaissance de cause, et que s'ils prenaient de la PrEP, pourraient du coup rester séronégatifs. Et donc la posture que l'on a dans les associations, ça a toujours été de défendre les outils quand ces outils ont un intérêt. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé une reconnaissance temporaire d'utilisation qui n'est pas contradictoire, à notre avis, avec l'essai Hypergay. Il y a un public pour Hypergay et il y a un public pour cette reconnaissance temporaire d'utilisation, exactement comme quand il y avait des phases 3 d'essais thérapeutiques, on pouvait quand même avoir une ATU, c'était pas forcément contradictoire. Je parle des pays du Nord, mais je parle aussi de nos partenaires au Sud. On a un certain nombre de partenaires associatifs dans des pays africains qui nous disent qu'ils voient un certain nombre de populations se contaminer à vitesse vraiment grand V, comme les MSM, et qui pourraient être intéressés par de la PrEP au Sud. Et il y aurait tout un champ de recherche à développer de ce côté-là. Alors pour terminer, juste quelques petites remarques pour dire que la prévention comportementale, penser que le préservatif, ça suffit pour juguler l'épidémie, non. Ça ne suffira pas à contrôler l'incidence. Il ne faut pas abandonner le préservatif, mais il faut d'autres choses en plus. Autre remarque aussi, c'est qu'on l'a vu aussi avec les autres intervenants, qui dit TASP, qui dit PrEP, veut dire développement du dépistage. Les deux stratégies, que ce soit TASP et PrEP, veulent dire dépistage, toujours dépistage. Et que, je reviens aussi là-dessus, la prévention biomédicale veut dire aussi prévention comportementale. On ne peut pas opposer les deux. Ce sont les personnes qui décident d'utiliser telle ou telle stratégie, donc il faudra également le regarder d'un point de vue comportemental. Et puis, toujours, la prévention biomédicale, c'est quelque chose dont on parle ici, mais qui ne doit pas être ignoré des pouvoirs publics. Donc ça commence un peu à bouger, mais on sent que c'est difficile, en tout cas en France, pour que les pouvoirs publics s'intéressent à ces questions-là. Pour eux, c'est quelque chose qui est de la recherche lointaine, mais ils n'ont pas du tout envie que ça arrive, que ce soit TASP ou PrEP. Et puis toutes ces données montrent aussi que faire de la prévention avec les personnes concernées, et pas seulement pour les personnes concernées, est plus que jamais à l'ordre du jour de la santé publique. Merci beaucoup.